Il faut chercher, si tu fais Martin Walker, sur son site, tu trouves ça. Slingshot Publications. Ah oui? Slingshot Publications. Ah ouais, d'accord. C'est ça. C'est pas Slingshot? Slingshot? Ouais, Slingshot. Oui. Ouais, ouais. Slingshot Publication. S-L-I-N-G-S-H-O-T. Ouais. Hélène est à Londres, elle connaît bien tout ça. Hélène fait partie, avec Françoise Joët et moi, du groupe européen. Et elle est par chance à Saint-Malo cette semaine. Donc moi j'ai reçu grâce à Hélène ce bouquin de Martin Walker. Il y a 2 volumes de reste. Et j'ai traduit une partie des histoires. Et Françoise Joët a relu et on va le publier chez Alice. Ah, génial. Alors le titre sera probablement La vérité sur l'autisme post-vaccinal. D'accord. Voilà. Bien. Donc avec 5 ou 6 ou 7 histoires de parents londoniens autour de Wakefield. Et puis on a aussi l'histoire de Barbara Loe Fisher. Donc Barbara Loe Fisher qui est une des créatrices des grands mouvements de réflexion-vaccination aux États-Unis. Elle a eu un enfant autiste, mais il y a longtemps, c'était avant le ROR, c'était le mercure dans le vaccin de base. Et elle a aussi raconté son histoire que j'ai traduite. Et alors ce qui est intéressant, c'est que ce livre de Martin Walker, il est sorti en 2009, je crois, 2008-2009, quelque chose comme ça. Et puis, on a retrouvé 3 ou 4 de ses parents pour un suivi. Donc, il y a 3 ou 4 des histoires. Il y a qu'est-ce qui s'est passé dans les 3 ou 4 ans depuis. Et en particulier, il y en a un tout petit, prématuré, vacciné, machin, etc. L'horreur, toute l'histoire, la caricature de tout ce qui peut arriver d'horrible. Et maintenant, il a 20 ans à peu près, je pense. Hein. Et le témoignage de la maman, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3-4 dernières années, est absolument génial. Il s'est développé énormément. Bon, il a encore des gros problèmes digestifs. Je crois même qu'il a encore une incontinence des selles. Donc, étudiant à l'université, il doit encore mettre des pampers. Mais il est étudiant en astrophysique. Voilà. Donc, de nouveau, c'est ce... Alors, pourquoi est-ce que certains enfants reçoivent le ROR et vont très bien? Apparemment, en tout cas. Hein. Bon, ils vont peut-être faire un cancer dans 30 ans. Et pourquoi est-ce qu'il y en a où ça ne va pas? Donc, là entre quand même cette hypothèse de l'origine génétique. Hein, donc, il semble que certains enfants ont des faiblesses, oui, une faiblesse, une susceptibilité, une sensibilité génétique qui va lui permettre de mal réagir à ce vaccin. Donc, s'il y en a un qui est malin en astrophysique, c'est un enfant génial aussi, hein, c'est comme un nid de savon quelque part. Hein. Alors, est-ce que sans le vaccin, il aurait aussi eu des traits autistiques? On n'en sait rien. Mais ça, c'est intéressant. Hein. Il y a une dame à Genève qui s'appelle Emmanuelle Sève, qui a fait un blog. Et ça, c'est une histoire d'une petite fille qui a maintenant 18 ans et qui, après son vaccin, c'était rougeole seul, je crois, après une année, comme ça, a commencé otite, hospitalisation, infection, tralala, et d'énormes problèmes d'apprentissage. Énormes problèmes d'apprentissage pendant toute sa scolarité. Et cette dame est persuadée que ça vient du vaccin. Son médecin traitant dit aussi que c'est assez probable. Et cette gamine, elle est artiste, elle fait du chant lyrique, elle est incroyable. Et puis elle est un peu guérisseuse. Puis si on lui dit j'ai perdu mes clés, elle dit regarde, elles sont là-bas sous le 3e fauteuil. Je dis ouais, c'est des enfants comme ça. Donc cet enfant, elle avait une sensibilité qui lui a permis malheureusement d'avoir des gros problèmes avec son vaccin et qui a aussi son côté positif. Ouais. On dit que la sensibilité génétique au mercure peut être déterminée selon qu'on est porteur ou pas de ApoE4. Oui.
on dit plein de choses. Oui, c'est intéressant. Oui, c'est ça. intéressant Ouais. de savoir ceux qui sont plus sensibles, Voilà. qu'il leur faut vraiment éviter tout apport de mercure, non seulement dans les vaccins, mais dans tout. Oui, ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Donc à propos du mercure, c'est intéressant de voir que cette grande proportion d'enfants maintenant qui sont autistes, c'est pas seulement à cause du mercure, comme on disait il y a 20 ou 30 ans, c'est pas seulement à cause du ROR, c'est pas seulement à cause de ci ou à cause de ça, mais c'est très clairement multifactoriel. Et récemment, j'ai vu le professeur Luc Montagnier. Vous savez, il a sorti cette émission avec la mémoire de l'eau et tout ça. Donc lui, il commence à dire méfions-nous un tout petit peu des vaccins. Il est très prudent. Hein. Là, sur la vidéo que j'ai vue, il disait simplement ne vaccinons pas un enfant qui est malade. C'est déjà pas mal. Hein. Alors que les médecins, ils ont fait, je ne sais pas où, une étude en vaccinant idem un groupe de 15 enfants bien portants et un groupe de 15 enfants malades. Pour voir si les anticorps montaient aussi bien et ils ont vu que les anticorps montaient aussi bien quand on est malade. Hein? C'est belle. Donc c'est vraiment, c'est presque criminel. Ouais. Donc Montagnier, oui c'était intéressant, il disait que ne vaccinons pas un enfant malade. Et puis il dit, il y a les ondes électromagnétiques aussi. Alors là, il y a un type qui est très intéressant dans ce domaine, c'est Klinghardt. Vous avez sûrement entendu parler de Klinghardt, qui est un monsieur qui a beaucoup parlé il y a une dizaine d'années des métaux lourds, avec le fameux trio, chlorella, avec des sourds, coriandre, voilà, pour diminuer le taux de métaux lourds dans l'organisme, ce qui a une certaine valeur, mais bon, c'est très discuté, surtout pour la chlorella. Enfin, bref. Il a guéri des autistes par rapport à cette méthode. Hein. Pardon ? Il a guéri pas mal d'autistes par rapport à cette méthode. Ouais. Ouais. Alors là, j'ai vu récemment un interview de lui où il raconte une histoire incroyable. Incroyable. Parce que lui, maintenant, il s'occupe moins du métaux, il s'occupe plus enfin, il s'occupe de tout, mais il a une grande attention pour les ondes électromagnétiques, les méfaits des ondes électromagnétiques. Il y en a partout, hein. Les portables, les Wi-Fi, les jeux vidéo, enfin bref, c'est très difficile d'y échapper. Donc il y a la fameuse histoire des électrosensibles qui ont des petits villages cachés en France, enfin ça c'est un autre sujet. Donc Klinghardt, il a une clinique à Seattle, à l'ouest des États-Unis, où la moitié de ses patients c'est les autistes, et l'autre moitié c'est des adultes avec des pathologies chroniques. Aucun diagnostic, aucun traitement trouvé dans la médecine officielle. Et il dit, c'est très intéressant ce qu'il dit, la médecine telle qu'elle est enseignée actuellement aux étudiants en médecine n'a rien à voir avec la pathologie actuelle. Parce que pour lui, la pathologie actuelle, c'est justement les ondes électromagnétiques, enfin toutes ces choses environnementales qui créent des désordres au niveau du corps physique. Et alors il a fait une étude, c'est une petite étude, sur 20 enfants avec la maman. Il a pris 10 enfants, on ne dit pas normaux, on dit ordinaires maintenant, hein, 10 enfants ordinaires, et 10 enfants autistes. Et il a mesuré les ondes électromagnétiques dans la chambre à coucher de la maman quand elle était enceinte de cet enfant-là. Et il a trouvé une différence extraordinaire. Hein, de 4 fois plus, ou de 10 fois plus, ou je ne sais pas quoi, de troubles électromagnétiques. Alors bon, il n'y a pas que ça, hein, mais c'est très intéressant. Hein. Et ces histoires de métaux lourds et de problèmes d'électromagnétisme sont liés, en fait, se potentialisent. Hein. Ouais. Par exemple, ce que j'ai compris, c'est que les ondes électromagnétiques chez certaines personnes, ou peut-être chez tout le monde, ont une action sur la barrière hématocéphalique. Hein, donc, les saloperies qui sont dans le sang vont plus facilement pouvoir parler, quand je dis saloperies, je devrais dire toxines, molécules, pourront plus facilement passer dans le cerveau,
lorsqu'on est entouré de maladie. Alors voilà, c'est multifactoriel. Hein. Quelle heure est-il? 10h20. On a parlé à peu près 1 heure. Est-ce qu'il y a des choses que je n'ai pas dites? Oui. Alors, c'est les choses intéressantes sur les rapports entre la justice et l'autorité médicale. Donc, dans le cas de Wakefield, la justice était complètement sœur jumelle avec les autorités médicales, je veux dire. Hein. En fait, c'était pas un tribunal de justice ordinaire, c'était le tribunal de l'ordre des médecins. Donc, on n'en sortait pas. Mais par contre, autour du monde, il y a des histoires intéressantes et rassurantes et optimistes qui montrent que ça arrive que les juges jugent de façon plus juste que les autorités médicales. Bon, la grosse histoire, c'est les enfants qui ont été indemnisés de millions de dollars aux États-Unis par des juges qui ont dit oui, cet enfant est handicapé à cause du vaccin. Alors que le médecin, il dit non, c'est pas possible. Le juge, il dit oui. Et alors, par rapport à ça, je vais raconter une histoire qui va nous introduire au film de demain soir sur le sida. Donc, le diagnostic de sida est fait par les médecins sur un test sanguin. Hein. Tu es séropositif, ça veut dire que tu as un virus mortel, etc. Or, ce test séropositif, il a été prouvé qu'il n'était pas du tout spécifique de quoi que ce soit. Hein. Il pouvait tourner positif dans beaucoup de conditions, après une vaccination, après une grippe, avec la tuberculose, avec la malaria, dans une grossesse, ou même une seule grossesse, la grossesse multiple, c'est ça qui est marqué. Les transfusions multiples, alors suivez mon regard, les hémophiles, etc. Et c'est prouvé. Hein, alors il y a des gens, par exemple, il y a l'histoire de quelqu'un qui est testé séropositif, hein, et en fait, on s'aperçoit qu'il a une mononucléose infectieuse. Alors bon, les médecins de l'hôpital, ils l'ont mis sous trithérapie en disant si vous ne prenez pas ça, vous allez mourir. Et puis son médecin lui a trouvé qu'il avait une mononucléose infectieuse, qui est une maladie fatigante et embêtante avec des gros ganglions. Je veux dire, on n'en a pas la mononucléose infectieuse. Et quand il a eu guéri sa mononucléose infectieuse, ben, il est devenu séronégatif. Voilà. Et il y a certainement plein d'autres cas comme ça. Donc ce monsieur-là, j'ai entendu dire qu'il allait attaquer les médecins. Je ne sais pas si ça va vraiment se faire. Bon. Alors, il y a un monsieur qui s'appelle Clark Baker. Il y a vraisemblablement beaucoup de noms anglophones dans cette histoire. Clark Baker, c'est un criminologiste. C'est un Américain qui, toute sa vie, s'est occupé de criminels, de criminologie. Et puis, depuis une dizaine d'années, ou peut-être plus, il a décidé que les pires criminels, c'était les autorités médicales. Voilà. Et il a fondé une association d'avocats à New York, et je crois qu'il y a aussi l'association en Californie, je ne suis pas sûre. En tout cas à New York. Et ils ont déjà fait sortir de prison plus de 50 personnes qui étaient en prison accusées d'avoir contaminé un partenaire avec le virus du sida. Il y a beaucoup de gens qui sont en prison pour ça. Hein. Ah oui, oui. Dans le film de Glenn Sono, qu'on verra demain soir, une des femmes, la femme de Norvège, a eu cette aventure. Donc elle a eu une relation intime avec quelqu'un en lui disant je suis séropositive, mais ça c'est pas grave parce que voilà, j'y crois pas, etc. Et l'homme était d'accord. Et puis après, ils se sont disputés, mal tournés, etc. Donc il l'a accusé. Il l'a accusé de l'avoir mis, même si lui n'est pas devenu positif, il a accusé quelqu'un de t'avoir mis en danger de choper le sida. Et tu vas en prison. Cette femme norvégienne, elle a fait 2 ans